à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Centre Val-de-Loire pour une émission exceptionnelle. En effet, nous ne parlerons pas des élections régionales aujourd'hui. Il n'y aura pas de débat en la matière avec un coup de projecteur sur le département du Cher comme prévu, mais un rendez-vous autour des attentats meurtriers de Paris et de Saint-Denis et les conséquences de ces actes de barbarie sur la société et plus généralement sur le vivre ensemble. Pour aborder ces questions et d'autres, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau 3 invités. Monseigneur Jacques Blacard, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque du diocèse d'Orléans pour le Loiret. Moustapha Etaouzani, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union des musulmans d'Orléans. Anouar Chanoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur-chercheur post-doctorant à l'Université d'Orléans, membre de la Ligue des droits de l'homme pour le Loiret. Et ces événements en France, qui sont aussi liés à ceux du Moyen-Orient, ont une résonance particulière pour vous, puisque vous êtes d'origine syrienne. Merci d'être avec nous pour donner votre avis, votre sentiment sur cette épreuve que traverse notre pays. Première question commune à vous trois. Comment avez-vous vécu personnellement les événements de vendredi quand vous avez découvert ces images, ces témoignages sur ces actes terroristes, Monseigneur Blacard? Moi, tout d'abord, j'ai pensé aux victimes et en plus, j'avais des membres de ma famille qui étaient au Stade de France. Donc, évidemment, on se sent concerné. Et puis, très vite, j'ai pensé aussi à toutes les personnes seules qui donc recevaient l'information et qui, en ce début de week-end, n'aurait peut-être personne à qui parler pendant 48 heures. Vous avez tout de suite pensé à ce travail d'écoute déjà Oui, gens qui... je me souviens, ça m'est monté tout de suite. En disant, quand un événement douloureux se vit dans un pays, donc d'abord les victimes, leurs proches, leurs familles, mais ensuite, comment ça va être reçu. Et en particulier, j'ai pensé à toutes les personnes qui pouvaient se retrouver seules devant le petit écran. Moustapha Etaouzani, comment vous avez réagi il y a une semaine? Le matin, bien qu'on a eu l'information dans la nuit, donc le matin on est un peu bouleversé parce qu'on se dit qu'on a passé encore une ligne dans l'horreur et c'est douloureux. Et on se dit qu'on va en voir encore des moments très difficiles et très douloureux à passer. Et on saigne parce que il y a eu des assassinats lâches ou des actes de guerre, on les a appelés. Aujourd'hui, pour décrire un peu l'atrocité, on a du mal. Mais on saigne parce qu'on sait que des gens le disent ou se disent au nom de l'islam faire ces choses-là. Et que... Vous avez tout de suite compris que c'était, vu les attentats qui se perpétraient à Paris, que ça venait aussi le djihadiste. Le matin, en fait, déjà dans les informations, on faisait état de djihadistes. Donc je me suis dit que voilà, ça allait être encore lourd ces prochains jours à pouvoir déstructurer ces amalgames et déjà aussi la peine qu'on a eue vis-à-vis de ces familles-là. Donc voilà, c'est vrai que la première pensée, c'est vis-à-vis des victimes. On reste dans l'émotion. Mais il faut se dire comment on fera pour sortir de cette émotion-là. Absolument. Anouar Chanoine, vous, comment vous avez vécu ces événements personnellement? Bon, moi, j'étais d'abord avec des collègues quand j'ai reçu la mauvaise nouvelle des attentats à Paris. Comme la plupart du monde et comme n'importe quelle personne qui réfléchissait logiquement, j'étais très choqué, bouleversé, très triste aussi. Toutes mes pensées sont allées aux victimes, à leurs familles aussi, mais aussi à la société française. Déjà, j'exprime toutes mes condoléances au peuple français, aux familles des victimes, parce que ce qui s'est passé n'était pas seulement un acte contre la France, mais contre toute l'humanité. Vous saviez que ça créerait un choc, non seulement, je vais dire, national, mais international? C'était déjà prévu, parce que c'était Paris qui était frappé dans son corps, malgré toutes les mesures de sécurité qui sont prises à Paris. Donc, j'étais étonné qu'un événement comme ça a eu lieu au centre de Paris. Donc, c'est normal que c'était prévu, qu'on aura beaucoup plus de réactions au niveau international. Alors, le lendemain des attentats de Paris et de Saint-Denis, le samedi 14 novembre, donc, alors que les rassemblements et manifestations publiques étaient interdites à Paris et en Île-de-France,
est fortement déconseillé en province. Le concert d'un groupe de musique du nom de Glorious est finalement maintenu à l'église Sainte-Paterne à Orléans. Un concert qui forcément a pris à cet instant samedi une autre dimension et pas seulement spirituelle. Nous allons en reparler bien sûr avec Jacques Blacard, mais avant, retour sur cette soirée évidemment unique avec Flavien Texier et Jean-Pierre Brusseau. Le concert vient tout juste de commencer. Déjà, les premières mains se lèvent pour communier. Quelques minutes auparavant, une personnalité monte sur scène. L'évêque d'Orléans est venu parler. Pensant à toutes les personnes qui sont décédées la nuit dernière à Paris. Les jeunes attendaient cet instant. Il peut nous rassurer et nous dire de rester vraiment tous unis, tous ensemble, parce que les gens, je pense qu'on a peur en ce moment à cause de tout ce qui se passe. On a peur et on a besoin d'être rassurés. Je vais leur dire que la vie est plus forte que la mort, que l'espérance doit l'emporter sur la peur et le repli. Et finalement, je trouve que c'est très bien que ce soir, on puisse se retrouver pour dire la vie continue. Au fond, si tout était paralysé, bloqué, ça voudrait dire que Daesh a gagné. De la musique pop, un concert qui prend un autre relief 24 heures après les événements. Ces jeunes catholiques sont venus chercher une nouvelle énergie. Peut-être en venant ici, ça me permettrait de reprendre espoir et me dire qu'on peut essayer de montrer qu'on est plus fort que eux, essayer de les battre, de ne pas les laisser gagner, justement de nous terroriser comme ça. Sur scène ou dans la foule, le même état d'esprit. Tous ensemble contre la barbarie. On va parler des témoignages qu'on a entendus dans ce reportage, mais d'un point de vue pratique, est-ce que vous avez pensé samedi matin à peut-être annuler ce concert en lien avec le préfet du Loiret ou pas du tout ? Ah oui, tout à fait. J'étais prêt à l'annuler si on me l'avait demandé. Mais voilà, en dialoguant, en passant d'un concert festif à une soirée de prière plus retenue, où il y a eu aussi un moment festif, mais on a vraiment pris le temps de prier ensemble, de se recueillir. Ce concert a été accepté et je m'en réjouis. Les gens en avaient besoin. Il y a 1500 personnes, 1000 jeunes qui étaient là. Que de gens à la sortie m'ont dit merci parce que nous en avions besoin. Les gens avaient besoin de se retrouver. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais des gens qui se retrouvent seuls et qui reçoivent les informations en boucle. Je me dis, il y a là quelque chose de terrible. Nous avons besoin dans des moments comme ça de nous retrouver, de nous rassembler, d'exprimer nos émotions et puis surtout, bien sûr, de chanter notre espérance comme nous l'avons fait samedi soir. Parce que cette notion de groupe est importante. C'est-à-dire qu'on soit isolé ou pas, c'est se rassembler pour exprimer un sentiment commun. Oui, la société, c'est un groupe avec des différences, mais avec des personnes différentes. Mais il faut que nous manifestions cette vie de groupe, cette vie de société ensemble. Nord Chanoine, on a vu dans ce reportage des lycéens, parce qu'ils étaient assez jeunes pour ce concert. On reparlera des étudiants aussi, puisque vous travaillez dans une université, vous côtoyez des étudiants. Les jeunes, ils ont été, selon vous, évidemment plus marqués par ces événements que des générations un peu plus âgées ? Moi, je trouve que franchement, la réaction était pareille dans tous les secteurs de la société française. C'est tout à fait normal. Mais on va dire peut-être que le niveau de choc parmi les nouvelles générations aurait été beaucoup plus compliqué parce que ce sont des gens qui viennent de la nouvelle génération qui n'ont pas vécu l'époque de la guerre, que je souhaite bien sûr à personne. Mais ça va être sans doute beaucoup plus difficile que les jeunes, que pour les âgés. Moustapha Taouzani, on a parlé de sentiment de communauté, de groupe avec Monseigneur Blacard. Vous aussi, au sein de la communauté musulmane, il y avait cette nécessité de se rassembler pour parler aussi après ces événements ? Tout à fait, oui. Donc, déjà très tôt dans la journée, samedi, on a fait parvenir un communiqué de presse, un petit peu pour présenter nos condoléances et partager notre sympathie et la compassion avec les familles. Mais lorsqu'il se passe une injustice comme celle-ci, aucune organisation, aucune institution, aucune association
n'a le droit au silence. Parce que derrière un silence, lorsqu'une injustice telle que celle-ci, lorsqu'on prive la vie à un être humain, il en va d'un enjeu majeur, c'est l'enjeu de notre humanité. Donc de ne pas accepter que la vie soit bradée, tuée, assassinée, brutalisée de cette manière, en France ou en Europe ou n'importe quel endroit dans le monde, il en va de notre humanité, de rappeler dans notre société, de rappeler à nos groupes que l'être humain est important et qu'on n'a pas le droit de rester sans agir et de ne pas exprimer son émotion, de ne pas la retenir, mais qu'il fallait qu'elle s'exprime publiquement et donc de donner des espaces comme ça toute la semaine et peut-être encore la semaine prochaine. On en parlera peut-être un peu plus tard d'un événement qu'on co-organise pour que cette expression puisse se manifester. Alors vous l'avez dit, la communauté musulmane, à travers le milieu associatif et religieux, a réagi rapidement pour condamner ces attentats. Voyez ces réactions recueillies dans le Berry par Héloïse Brusa et Juliette Rocher. C'était mercredi dernier, regardez. Des actes inacceptables. Voilà comment les 3 associations musulmanes de Bourges ont qualifié les attentats de Paris. Pour les fidèles présents ce midi à la mosquée Es-Souna, la colère est grande et la condamnation unanime. Ça fait mal. Mal. Mais bon, ça, c'est pas un vrai musulman, ça. Ça, c'est un crime barbare. Et j'espère, les gens qui ne savent pas, il faut le dénoncer, il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est des gens qui se cachent derrière l'islam. Et franchement, on est désolé. Franchement, c'est inadmissible. Inadmissible et inquiétant, car déjà après les attentats de Charlie Hebdo en janvier dernier, la tentation de l'amalgame entre musulmans et islamistes était grande. Et depuis plusieurs mois à Bourges et à la mosquée Al-Fat, on s'employait à la combattre. Aujourd'hui, il faut repartir à zéro. On va rebondir sur cet événement-là. Et justement, ils ne pourront pas nous diviser, parce que nous sommes des enfants de la République. Nous sommes des enfants de la République. Nous sommes pour la liberté, nous sommes pour l'égalité et nous sommes pour la fraternité. Donc ces gens-là ne nous feront pas peur. Et on va continuer à faire des efforts et à discuter et à dialoguer pour faire avancer les choses. Manuel Valls a annoncé vouloir fermer les mosquées qui s'en prennent aux valeurs de la République. Mais pour les représentants musulmans en Berry, le problème vient d'ailleurs. Ce n'est pas nos mosquées qui, je dirais, prêchent pour l'extrémisme, mais c'est les mosquées de l'Internet. C'est des imams qui se situent à des milliers de kilomètres d'ici. On fait le maximum pour que les jeunes puissent nous écouter, pour que les jeunes puissent, je dirais, intégrer l'islam dans, je dirais, sa simplicité, dans sa modernité, dans sa modération. Dans les prochains jours, les différentes communautés musulmanes ont promis de multiplier les prières pour les 129 victimes des attentats de Paris. Moustapha Etagouzani, il y a un mot très important dans ce sujet, les mosquées de l'Internet. Les prêcheurs de l'Internet ne sont pas forcément les prêcheurs présents en France. Et ça, c'est un combat que vous menez aussi, j'imagine. Tout à fait. Nous sommes une fédération de mosquées. Donc autant vous dire que la problématique, on la vit tous les jours. Il faut faire attention derrière ça, parce que ces attentats ont des intentions. C'est pas uniquement d'assassiner, c'est bien au-delà. C'est de rentrer dans ces divisions, de rentrer dans ce scepticisme et rendre les Français un petit peu paranoïas les uns des autres et limite peut-être transformer cette paranoïa en agression. Donc bien qu'on est dans un pays, un état de droit, aujourd'hui, les mosquées sont des lieux publics, comme les églises, comme les synagogues. Tout se sait lorsque se fait quelque chose dans une mosquée. Et je ne donne pas cher d'une personne qui viendrait faire l'apologie du crime, de la violence ou de l'horreur. Déjà, le premier rempart serait les encadrants de ce lieu de culte. Le deuxième rempart, ce serait la majorité des fidèles de ces lieux de culte. Et le troisième rempart serait la police, la police judiciaire, la police... voilà. On a déjà vu en France des extraditions d'imams violents. Et on a un arsenal juridique très performant qui permet de limiter et qui interdit l'apologie du crime ou de la violence ou de la terreur. Maintenant, demain, mettre cette suspicion derrière les mosquées, c'est dangereux. C'est dangereux parce que les mosquées, justement, sont ces lieux où un islam éclairé, un islam moderne, où des interlocuteurs connus et reconnus qui doivent rendre compte à la société là où ils vivent, existent et permettent d'encadrer ce fait religieux. Et aujourd'hui, si ces jeunes sont embrigadés, on voit bien qu'ils sont embrigadés dans des poches vides, où il n'y a pas de fait religieux, où il n'y a pas de culture religieuse. Et c'est dans ce vide-là que
ces personnes, ces manipulateurs sincères pour extirper ces jeunes et les emmener et les transformer comme ça en bombes humaines. Alors, mais n'est-ce pas à la communauté musulmane, j'allais dire entre guillemets, de faire la police au sein de sa communauté pour empêcher ces prêcheurs extrémistes d'agir? Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais est-ce que c'est pas vous aussi d'alerter et d'aller dénoncer ces personnes? Je suis totalement d'accord avec vous. C'est mon discours encore que je tenais ce vendredi après un sermon. C'est aux musulmans en interne de travailler cette idéologie, de combattre ces idéologies et de se structurer, de s'organiser. Et oui, aujourd'hui, je n'aurai aucun remords à dénoncer une mosquée qui fait l'apologie du crime, de la violence, de la terreur, et elle n'a aucunement sa place en France. Donc, je vous disais tout à l'heure, une mosquée qui est ouverte, normalement, est contrôlée et surveillée parce que c'est un lieu public. Comme tous les lieux publics en France aujourd'hui sont surveillés. Donc, vous avez dit, c'est aux musulmans de faire ce travail et je vous rejoins. Ce n'est pas à l'État d'impulser ou d'autoriser quelle mosquée peut être ouverte, quelle mosquée peut être fermée. Voilà, il y a la loi. Bien sûr, quand on franchit la loi, on est dans un état de droit, il doit y avoir la sanction républicaine, égalitaire, et on a un état de droit qui fonctionne. Là où on nous bouscule, c'est pour nous bousculer sur ce socle républicain qui permet de vivre dans sa diversité, de permettre de vivre dans sa liberté de conscience, dans sa liberté religieuse, dans sa liberté de mouvement, et de nous emmener vers des projets politiques qui sont les leurs et pas les nôtres aujourd'hui. Anwar Chanan, est-ce que vous avez peur personnellement du regard que certains pourraient porter sur vous, encore plus aujourd'hui après ces attentats? Alors, on ne peut pas dire qu'on a peur ou pas parce que c'est en fait la pratique qui le juge. Aujourd'hui, moi, ça fait depuis 2008 que je suis en France. Je n'ai jamais senti que j'étais maltraité ou mal regardé à cause de mes origines. C'est vrai que ça dépend finalement de la personne elle-même. Mais je crois en grande majorité, ça n'existe pas. Quand même, il y a des cas exceptionnels. Mais je voudrais dire en contrepartie qu'il y a aussi aujourd'hui des gens qui ont peur des infiltrés, peut-être des terroristes qui viennent avec la vague migratoire qui viennent en Europe. Mais ce que je voudrais dire clairement, c'est que ce n'est pas tous les Syriens ou tous les immigrés qui viennent en France qui ont exactement la même image. Je crois ici on a un rôle important dans les médias aussi de sensibiliser les autres, de sensibiliser même le peuple aussi de la réalité des gens qui viennent des zones de la guerre. Parce que Paris a été frappé la semaine dernière par des gens et ces gens-là qui frappent aussi la Syrie depuis plus de 5 ans. On a le terrorisme partout aujourd'hui, ce n'est pas en France seulement. Ce qu'on voit aujourd'hui en France et ce que nous avons vu dans les attentats de Charlie Hebdo, on le voit en Syrie depuis l'année 2011. Donc on ne peut pas dire que le terrorisme existe seulement en France, il existe partout. Et là, il faut sensibiliser les gens que ce n'est pas tous les migrés qui viennent en France sont des terroristes. On a aujourd'hui des Syriens qui sont chercheurs, qui sont médecins, qui sont partout dans l'État et qui sont même utiles pour la France que pour l'Europe. Seigneur Blacas, en tant qu'évêque d'Orléans, est-ce que vous redoutez les possibles amalgames après ces attentats par rapport à la communauté musulmane notamment? Bien sûr, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu me rendre ce vendredi donc à la mosquée de l'Argonne et que nous aurons mardi prochain donc cette rencontre à la salle Pélissère, donc à la source, avec les hommes de toute religion et de bonne volonté pour montrer que au-delà des différences, voilà, nous sommes des êtres humains vivant ensemble dans la société française et désireux de vivre ensemble dans cette société française plurielle, mais voilà, que nous avons à manifester cette unité commune. Moi, ce qui me navre parfois, c'est qu'on dise voilà, que la religion entraînerait la violence, par exemple. Non, ça a toujours été la tentation de l'homme d'utiliser ce qu'il y a de plus profond dans l'homme. Ça commence par
des parents qui peuvent utiliser, par exemple, l'amour de leur enfant à leur fin propre. Ils peuvent faire un chantage affectif avec leur enfant. Au siècle dernier, malheureusement en France, on a bien vu que l'amour de la nation a été utilisé et on a envoyé des centaines de milliers de personnes à la boucherie en 1914-1918. Quand on regarde ce qui s'est passé au Cambodge, dans les goulags de l'Union soviétique, à chaque fois, on utilise, voilà, l'homme, il a soif de justice et d'égalité. Le communisme dit, voilà, nous allons lutter pour la justice et l'égalité, et on voit quelles atrocités cela a amené. Au fond, c'est l'utilisation de ce qu'il y a de plus sacré dans le cœur de l'homme, mais qui est dévoyé. Et donc, je crois qu'on n'a pas le droit de dire que les religions sont des facteurs de violence. C'est l'utilisation des religions à des fins de pouvoir et de domination c'est cette utilisation-là qui est dangereuse. C'est malheureusement une histoire sans fin, si on vous écoute. Oui. De l'interprétation des religions. Oui. Mais voyez, toujours la tentation d'utiliser ce qu'il y a de plus noble, ce qu'il y a de plus sacré dans le cœur de chacun pour asseoir un pouvoir. Moustapha Etaouzani, vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas forcément à l'État d'interdire certaines mosquées. On va voir un exemple justement dans le Berry, puisque vous l'avez dit, Emmanuel Valls avait annoncé la fermeture prochaine des mosquées dites extrémistes. En tout, une centaine de cellules de prière seraient concernées en France. À Châteauneuf-sur-Cher, dans le Cher, une communauté musulmane traditionnaliste pourrait être concernée. Voyez ce reportage de Juliette Rocher et Stéphane Dole. Châteauneuf, 1500 âmes, son château éponyme, sa basilique et depuis 2001, sa communauté musulmane rigoriste, objet de toutes les attentions. Surveillées étroitement par les services de renseignement depuis les attentats de janvier, les 7 familles se sont installées dans ce quartier résidentiel il y a 15 ans. Ici, les habitants parlent peu de leurs voisins, en tout cas, pas devant les caméras. Ça se passe relativement bien à partir du moment où, je ne vais pas vous parler d'intégration, mais à partir du moment où ces gens-là ne côtoient pas le reste de la population. Donc voilà, dans notre village, je ne pense pas qu'il y ait une psychose importante de l'extrémisme. Pourtant, les relations sont tendues entre la mairie et les fidèles de la mosquée Louange à Allah. Située au pied du château en plein centre-ville, une maison tient lieu de salle de prière. Cette communauté fermée est rassemblée autour d'un imam aux prêches radicaux, tenant d'un islam traditionnel. C'est à l'écart de la ville, dans un champ, que l'imam a décidé de s'exprimer. Je suis un simple musulman. Moi, quand je me suis converti à l'islam. Je ne me suis pas converti au salafisme, au wahhabisme, au chiisme. Je me suis converti à l'islam. Les autres choses ne m'intéressent pas. Avec son texte rédigé quelques heures auparavant, le leader de la communauté, fébrile, préfère lire sa déclaration. Nous condamnons le terrorisme, le fanatisme, l'extrémisme et le sectarisme dont les principales victimes sont les musulmans eux-mêmes. Nous ne sommes pas des salafistes, car nous condamnons tout sectarisme. Ce sont les ennemis cachés de l'islam qui manipulent les terroristes pour donner une sale et mauvaise image de l'islam. S'ils se défendent de tout extrémisme religieux, leur imam prône pourtant la création de villages musulmans dans les campagnes, des propos considérés comme sectaires par les services de renseignement. Moustapha Etaouzani, est-ce que vous pensez que dans ces conditions, dans ce contexte, le gouvernement agit trop vite ou trop fort ? Oui, il y a eu plus de 600 perquisitions en moins d'une semaine, si je ne me trompe pas. Alors, ça nous pose une question. Est-ce qu'on n'a rien fait depuis le début de l'année ? Et dans ce cas-là, ce serait grave. Ou est-ce qu'on n'en fait pas trop ? Et dans ce cas-là, ce serait dangereux. Donc moi, je n'ai pas la réponse, mais ça me fait peur de voir... bien sûr que nous attendons, nous Français, une réponse forte par rapport à cela. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, on a un socle qui est le socle de droit. La liberté, l'égalité, la fraternité, il ne faut pas que ça soit suspendu à un moment donné parce qu'on est dans un état d'urgence. Donc, les personnes qui franchissent les limites doivent tomber sous le coup de la sanction juridique. Mais si on agit, s'il y a des paroles, s'il y a une promotion, s'il y a des preuves, mais attention à ce qu'on ne fasse pas des actes répréhensibles par des procès d'intention. Donc c'est juste de dire attention, maintenant agissons de manière raisonnée, agissons avec les musulmans, pas contre les musulmans,
Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est même aux musulmans de combattre idéologiquement toute idée radicale ou toute idée qui n'aurait pas sa place aujourd'hui dans la République, mais sur le plan idéologique, tant qu'on ne franchit pas les limites. Dans Shannon, quel regard vous portez sur les mesures, sur l'état d'urgence qui va sûrement être prolongé, sur ces conditions d'intervention dans ce cadre? Alors, concernant l'état d'urgence, c'est tout à fait normal que la France, comme chaque pays, s'il était frappé, il doit prendre toutes mesures possibles pour la sécurité des personnes. Mais si je vais parler en tant que ligueur dans la Ligue des droits de l'homme, la Ligue aujourd'hui a une position claire par rapport à l'état d'urgence. C'est que l'état d'urgence ne devait pas annoncer directement pour 3 mois, mais il pourrait par exemple être annoncé pour 1 mois renouvelable en fonction des événements et de la gravité des événements qui existent aujourd'hui en France. Vous avez peur de quoi dans ce cadre législatif? De la restriction de liberté, de parole, de manifester? On ne parle pas de la restriction de liberté, mais on parle aujourd'hui des mesures qui sont prises, mais qui ne sont pas appliquées avec 100% de conformité avec la loi. Et hier, par exemple, si vous avez suivi les actualités, il y avait une fillette qui a été, pendant une opération de perquisition administrative dans un quartier, je crois, à Marseille, qui a été blessée dans une opération de perquisition administrative. Donc moi, je trouve que c'est vrai que le gouvernement a le droit d'imposer des mesures de sécurité, mais il faut ces mesures qu'elles soient très très bien étudiées, maîtrisées, et qu'on prenne aussi les mesures pour qu'on ne puisse pas faire des erreurs et qu'on ne puisse pas aussi influencer le public ici en France. Monsieur Blacard, parmi les personnes que vous recevez dans vos églises, j'allais dire, est-ce qu'ils se sentent rassurés par cet encadrement de l'état d'urgence, d'une sécurisation un peu plus renforcée? Ils se sentent rassurés ou est-ce qu'ils ont quelquefois un peu peur de ça? Je ne sais pas. Vous savez, d'abord, les événements sont encore proches, donc je n'ai pas pu rencontrer des milliers de gens, mais je crois que nous sommes dans un état de droit. Les politiques font ce qu'ils ont à faire. Moi, j'espère aussi qu'on gardera la mesure par rapport aux libertés, publiques. Moi, je suis déjà au-delà, c'est-à-dire je regarde au fond l'importance de rassurer les gens. Donc l'État aussi joue son rôle finalement. Il sent que la population française a besoin d'être rassurée. Donc c'est pour ça aussi le déploiement. Oui, on va en parler tout à l'heure, du déploiement des forces de sécurité, absolument. Mais je regarde au-delà, notamment moi vers l'éducation et la fraternité à vivre, et notamment les barrières à faire tomber entre populations au pluriel, entre populations différentes de notre pays. Alors, on va revenir quelques instants sur l'émotion un peu partout dans la région, suscitée par ces terribles attentats qui ont visé beaucoup de jeunes, qu'ils soient attablés à des terrasses de restaurants ou qui étaient présents, bien sûr, au Bataclan. Les étudiants, notamment, se sont mobilisés particulièrement. C'était le cas, par exemple, à la faculté d'Orléans cette semaine. Reportage de Corinne Bianrosa et Aurélie Darblade. Des noms qui s'égrènent sur un écran noir dans le hall de la faculté de droit et d'économie de l'université d'Orléans. Des noms qui résonnent dans le cœur des étudiants. Je me dis que ça aurait pu être moi à leur place. C'est plein de jeunes en plus de ça, donc clairement, je me sens touchée, c'est sûr. Peu avant midi, ils sont venus en masse pour rendre hommage aux victimes dans le grand amphithéâtre de la faculté, convaincus que la solution passe aussi par l'école. Pour moi, l'éducation est vraiment au cœur de ça et c'est la clé. C'est pour ça que je viens à la fac tous les jours et que j'ai envie d'avoir mes diplômes. Je pense qu'on peut aussi, par le droit et par l'éducation, changer ce monde de violence. Sur l'estrade, de nombreux professeurs ont tenu à être là, autour du vice-doyen de la faculté. Présent, et nous allons donc maintenant procéder à 1 minute de silence. Et puis vient ce moment inattendu. La Marseillaise résonne dans cette salle de cours, reprise à l'unisson par l'ensemble des étudiants. Merci, ne renoncez pas.
c'est très fort. J'ai trouvé ça fort de voir ça et de vivre ça et d'être parmi tous ces gens. C'était fort, oui. On a touché à notre pays, là, on touche à nos valeurs. Enfin, même si on ne connaissait pas les gens, c'était... Non, je ne peux pas parler, je suis désolée. Sur proposition de l'UNEF, le principal syndicat étudiant, des panneaux d'expression pourraient être installés dans toutes les facultés orléanaises. Monsieur Blacard, on le voit, c'était lundi évidemment, 2 jours après les événements, on voit que l'émotion était forte dans ces jeunes générations, on en a parlé tout à l'heure. Il y a 2 mots importants, c'est justement, vous en avez parlé aussi, c'est l'école et l'éducation, parce que ça part de là aussi. Oui, c'est-à-dire que je crois que le grand défi aujourd'hui pour notre société française, c'est l'éducation. Mais derrière l'éducation, il faut aussi qu'on puisse dire quelle société voulons-nous construire, quel homme nous voulons. Et là, je sens qu'on est un petit peu en panne aujourd'hui. C'est-à-dire que, je n'en sais rien. Enfin, est-ce qu'on n'ose pas affronter finalement cette question, mais nous ne pourrons vivre ensemble en France, dans notre pays, que si nous disons clairement quelle société et quelle vision de l'homme nous voulons. Alors, parce qu'on parle beaucoup des valeurs républicaines, mais mettons-les sur la table et disons qu'est-ce que ça veut dire finalement, même le triptyque liberté, égalité, fraternité. Bon, voilà, est-ce que nous sommes prêts vraiment à vivre, oui, dans la liberté, mais aussi dans l'égalité et la fraternité, qui sont quand même un peu en panne aujourd'hui. Moustapha Etta vous a dit justement l'éducation, vous en avez aussi parlé. On parle beaucoup de ces jeunes qui partent vers la Turquie puis vers la Syrie. Comment on peut agir, pour vous, selon vous, à votre niveau, pour empêcher ces jeunes d'être attirés par le mal avec un grand M, si je puis dire? L'éducation, et je dirais aussi cette citoyenneté aujourd'hui, mais elle passe par l'éducation. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive vraiment à construire ce pays et qu'on ait une vision commune. Et qu'on ait une vision commune, c'est-à-dire qu'on se réapproprie notre pays dans ses valeurs, mais de manière profonde. Et qu'il n'y ait pas des territoires perdus, qu'il n'y ait pas des parcellements, des fragmentations de la nation, mais qu'on se sente tous unis derrière ce pays et qu'on porte qu'on réinvente un patriotisme français. Alors c'est le rôle de l'éducation, mais c'est aussi le rôle des parents. C'est le rôle des parents, c'est le rôle de tous ceux qui touchent un petit peu de près ou de loin de l'éducation. Et aujourd'hui, même l'islam a un travail à faire en termes d'éducation avec les Français de confession musulmane, à se réinventer pour qu'elle ait ses institutions, elle ait ses organisations, elle ait ses lieux d'enseignement du fait religieux, pour que ceux-ci soient encadrés et qu'on puisse transmettre un islam éclairé, modéré et qui s'adapte complètement au contexte français. Et pour ça, on n'y est pas encore, parce qu'on le voit bien dans l'Orléanais. Aujourd'hui, on a des problèmes. Lorsque les musulmans veulent s'institutionnaliser pour se construire et se structurer pour éviter justement toute dérive et empêcher toute dérive sectaire ou extrême demain, on a encore des hommes politiques, des appréhensions de ces institutions qui se structurent. Anor Shanahan, je l'ai dit en début d'émission, votre pays d'origine c'est la Syrie, un pays aujourd'hui écartelé, entre un pouvoir en place, des opposants sous le boisseau et puis Daesh qui étend un petit peu son influence. Quel regard vous portez sur ces jeunes qui sont attirés par ces zones de guerre? Alors déjà, moi je dirais que les gens, en grande majorité, surtout les gens français qui vont là-bas, sont déjà influencés par les médias. C'est pour ça que je trouve que c'est important aujourd'hui de lancer des campagnes de sensibilisation dans les maisons, dans les écoles, partout dans la société, même dans les télévisions, pour éviter que ces jeunes aillent là-bas, parce que c'est très dangereux, c'est pas seulement sur les Français, mais sur tout le monde. Mais je trouve également que le nombre important des Français qui vont là-bas, c'est un nombre énorme aussi, parce que si je vous parle en langue de chiffres, selon ce qui a été annoncé par le Sénat, dans une conférence de presse dont Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret, oui. Oui, le 8 avril 2015, il a annoncé 1432 ressortissants français qui sont partis en Syrie. Il y a aujourd'hui 47% des Européens, des Français qui font partie des 47% des Européens
qui sont des Français, qui font partie aujourd'hui du Daesh. Donc moi, je trouve que ces gens sont déjà influencés. Il faut qu'on puisse les guider, se dialoguer avec eux. Alors, influencés par Internet, par des prêcheurs souterrains, j'allais dire. Je dirais par les réseaux sociaux, par même les gens, les collègues qui sont avec eux dans les écoles. C'est pour ça que je trouve que c'est très important de lancer un dialogue avec ces gens, même s'ils ont commis des fautes, parce que nous sommes humains, chacun il peut faire une faute, mais il faut les guider pour qu'on puisse éviter ces erreurs dans le futur. Quel regard vous portez sur votre pays d'origine aujourd'hui, en novembre 2015 ? Par rapport à quoi exactement? Par rapport à ce que vous avez vécu là-bas, puisque vous êtes en France depuis 7 ans aujourd'hui. Est-ce que la situation de 2008 était la même qu'aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, avec cet État islamique, entre guillemets, c'est évidemment pire, j'imagine? Bon, ce que nous avons passé avant 2011, le commencement des événements était beaucoup mieux que maintenant, ça c'est sûr. Bon, le peuple syrien a voulu avoir beaucoup plus de meilleures conditions. Mais là, avec l'existence de l'État islamique, mais je dirais avec toutes les organisations radicales, la situation est dégradée 100 ou 1000 fois par rapport au passé. Donc l'existence de ces groupes terroristes, malheureusement, parce qu'ils n'acceptent pas la mentalité de l'autre, c'est vrai qu'ils ont beaucoup dégradé la situation actuelle en Syrie, ce qui est très touchant pour la majorité du peuple syrien. Et je voudrais éclaircir un point très important, c'est que aujourd'hui, les gens qui luttent avec Daesh, la grande majorité ne sont pas des Syriens aussi. Parce que le peuple syrien était, même avant les événements, même après, c'est un peuple uni, on va dire, uni dans la manière de penser. Ça veut dire qu'on accepte l'autre. Mais quand il y a des gens qui essaient de venir de l'extérieur pour imposer leurs idées à nous, dans ce cas-là, on commence à avoir des problèmes. Et ce qui se passe actuellement, parce que la majorité des Syriens ne font pas partie de l'État islamique ou des autres organisations radicales. Et selon vous, la solution, elle sera politique ou est-ce que ce sera une guerre totale nécessaire? Alors, la solution, vraiment, ça va être très compliqué. Mais je dirais qu'il n'y a pas de solution immédiate dans les médias, parce que la solution dépend de plusieurs choses. Dépend d'une coalition internationale, mais réelle, mise à part tous les intérêts politiques, pour régler la situation. Déjà, ça, c'est un point très important. Ce que je trouve important aussi dans les pays arabes en général, comme la Syrie, là où il y a plusieurs diversités dans la religion, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'un État laïque. Un État laïque, c'est le seul État, à mon avis, qui peut protéger tous les citoyens. On ne peut pas changer la croyance de chaque personne, on ne peut pas enlever de la religion des corps de la personne, mais on peut quand même permettre à chaque personne, que ce soit syrienne ou arabe, de pratiquer la religion de la manière qu'il voit, mais on reste finalement sous la parapluie de la loi. Ça veut dire qu'il faut que l'État soit laïque et que chaque personne soit libre dans ses pensées et dans ses pratiques, mais il faut que la loi ne soit pas attachée. Monsieur Blakar, vous qui voyagez beaucoup apparemment, qu'est-ce que vous pensez de ce monde coupé en deux, entre l'Occident et l'Orient, j'allais dire entre ce Moyen-Orient, cible de tous ces malheurs? C'est compliqué, mais non, ce qu'on peut dire aussi, c'est que nous avons quand même une part aussi de ce qui se passe à l'heure actuelle en Syrie. Voilà, on a vendu des armes à des régimes pendant des décennies. Ensuite, on voudrait que ces armes ne servent pas. Aujourd'hui, par exemple, où sont les armes de la Libye? Elles sont dans toute la zone sahélienne. Voilà, donc ensuite, qu'avons-nous fait aussi pour éviter ce qui se passe en Syrie, alors qu'à un moment donné, on a eu quand même une position extrêmement dure. Alors, c'est vrai, un dictateur, Bachar el-Assad, mais dire il faut qu'il s'en aille, et puis on voit finalement que c'est Daesh qui a pris la place. Et puis, quand je pense aussi à l'intervention en Libye, on est intervenu en Libye, alors on chasse un dictateur, mais quand on voit le chaos aujourd'hui, on se dit quand même qu'on a une part de responsabilité. Alors bon, ça c'est pas mon domaine, c'est le domaine des militaires, des politiques aujourd'hui. Mais le chaos n'est pas venu simplement de l'intérieur, il est venu aussi
Et voilà, je remercie Anouar d'en avoir parlé. Il y a souvent des influences extérieures qui entraînent un pays, malheureusement, vers le chaos, comme la Syrie aujourd'hui. Mostafa Tebboune, est-ce que c'est un constat que vous faites aussi? Est-ce que ce sont les Occidentaux et les grandes puissances qui ont mis un peu le chaos dans ces zones? Disons que c'est une responsabilité partagée. On peut pas dire que c'est la faute des Occidentaux, non. Mais on peut pas dire qu'on n'a pas de responsabilité. Je rejoins M. Blacar là-dessus. Le Moyen-Orient a sa responsabilité, qui est celle de promouvoir un régime qui puisse être démocratique, un régime qui puisse permettre le vivre ensemble, parce que le Moyen-Orient est le berceau quand même des religions et le berceau un petit peu de l'histoire des religions. Donc ça a toujours été un monde aussi très divers. Mais aujourd'hui, il faut qu'on s'interroge aussi sur notre politique internationale. Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la vie humaine est importante, quelle qu'elle soit. Donc quand on a fait un désordre en Irak, quand pendant plus de 60 ans, on a un conflit au Moyen-Orient entre Israël et la Palestine, quand on a la Syrie qui aspire à autre chose et qu'on n'accompagne pas, quand on a l'Égypte qui aspire à autre chose, quand on a la Tunisie qui aspire à autre chose, la Libye qui aspire à autre chose, il faut être très vigilant et c'est complexe d'être interventionniste en disant « nous, on a la solution ». Je trouve que c'est un petit peu prétentieux. On voit bien que nous, aujourd'hui en France, le modèle démocratique, le modèle républicain, tout le monde n'est pas convaincu. Il faut que ça se défend tous les jours. C'est une bataille de tous les jours pour le garder, pour le préserver et pour le perfectionner. Donc on n'a pas un modèle en kit qu'on peut dérouler dans un pays et leur dire voilà, on sait vous dire comment vous allez bien vivre. Le modèle en kit, c'est la démocratie obligatoire. Voilà, la démocratie obligatoire en kit. Je pense qu'il faut laisser l'autonomie des peuples. Chaque peuple a son histoire, chaque peuple a ses hommes et ses femmes. Et plutôt que d'accompagner peut-être de l'extérieur, mais d'être fortement interventionniste. Moi, je ne pense pas qu'avec une guerre, en remplaçant un dictateur, on peut remettre quelque chose. On m'a appris ça de ces 20 dernières années. On a voulu remplacer Saddam Hussein, on a mis le chaos. On a voulu remplacer en Libye Kadhafi, on a mis le chaos. Donc on peut apprendre au moins ça comme leçon. Et là, en Syrie, on a mis le chaos. Que venir... Bachar el-Assad aussi a mis le chaos. Voilà, Bachar el-Assad a sa responsabilité, oui. Mais plutôt que d'accompagner peut-être les peuples de l'intérieur à s'affranchir et à dessiner leur destin, peut-être qu'il faudrait qu'on soit moins interventionniste. Et là, il y a des intérêts géostratégiques qui nous dépassent. Donc c'est vrai que peut-être qu'il faut qu'on soit plus éthique dans notre politique de demain. Et ça, c'est à nous, les citoyens d'Europe, de promouvoir une société plus éthique et une politique plus éthique. Alors vous avez employé le mot de guerre, Mostafa Tebboune. Alors la France est en guerre, cette phrase on l'a beaucoup entendue de la part du chef de l'État en passant par le Premier ministre et même l'opposition parlementaire. Ces mots ont évidemment souvent résonné à nos oreilles cette semaine. François Hollande a annoncé la création de 5000 postes dans la police et dans la gendarmerie en 2 ans. Dans l'immédiat, des renforts sont déployés sur des sites dits sensibles. Les conséquences aussi indirectes, les sociétés de gardiennage croulent sous les demandes. Reportage d'Amélie Rigaudonzo et Grégoire Grichois. Ils sont présents aux entrées et sorties des établissements scolaires, comme ici devant ce collège d'Artenay dans le Loiret. Des gendarmes, armes longues au poing, assurent la sécurité de l'établissement. Et ce n'est pas leur seule mission. Avec la mise en place de l'état d'urgence, les forces de l'ordre sont également chargées de surveiller les lieux de culte, les centres commerciaux et les sites Céveso. Plus de présence donc, mais avec les mêmes effectifs. Pour l'instant, aucun renfort n'est prévu en région Centre Val-de-Loire. On n'aura pas de renfort, mais ça on le pressentait. De toute façon, il n'y a pas de policiers disponibles pour venir sur la région Centre, ce n'était pas une priorité. Maintenant, on espérait quand même des unités mobiles et du renfort de militaires. Donc là, on attend de voir ce qui va se passer dans les prochains jours. On n'est jamais à l'abri, on a des gens fichés sur le département et sur la région. Donc il faut prendre en compte tous ces éléments. Conséquence, tous les agents en repos ou en congé ont été rappelés, dans la police comme dans la gendarmerie. Face à la menace terroriste, certains se sont également tournés vers d'autres moyens de protection. Depuis samedi, les sociétés de sécurité privées ne cessent de recevoir de nouvelles demandes de prestations. Nous avons eu des sociétés d'événementiel qui nous ont demandé des renforts, des communes aussi, puisqu'il y a des concerts à venir, des événements particuliers.
Notamment, nous avons au sein de nos équipes des agents de sécurité qui ont l'autorisation de palpation. Et c'est vraiment un plus. Donc on propose à nos clients, comme je vous dis, c'est surtout pour rassurer les clients et rassurer le public. La préfecture n'exclut pas l'arrivée de renforts militaires ou policiers dans les semaines à venir, si l'état d'urgence devait être prolongé. Anouar Chadouane, je m'adresse à vous en tant que représentant de la Ligue des droits de l'homme. Quand vous voyez ces images de policiers, de militaires dans les rues, d'agents de sécurité de plus en plus nombreux, on en a parlé tout à l'heure, mais ça vous rassure d'un côté, ça vous affole de l'autre? Moi, je viens de vous dire que l'existence des policiers, des hommes de sécurité partout, c'est tout à fait légitime. Mais je souhaite que ces opérations soient totalement et 100% maîtrisées. Et limitées dans le temps, vous l'avez dit tout à l'heure. Limitées dans le temps, dans des conditions où il n'y a pas des gravités. Je ne dis pas que si, par exemple, les gravités sont maintenues, que les polices vont rentrer. Non, ce n'est pas ça. Mais je dirais que ces mesures doivent être limitées dans le temps, dans les limites dans les mesures où les gravités se maintiennent. Monsieur Blacard, des policiers devant la cathédrale d'Orléans, c'est une image que vous ne préférez pas voir trop souvent, mais c'est nécessaire dans les temps actuels? Oui, dans un premier temps. Puis, de fait, comme cela a été dit, nous avons besoin d'être rassurés. Mais moi, encore une fois, je regarde plus loin. Surtout, comment allons-nous vivre alors tous ensemble, voilà, j'ai envie de dire à l'échelle même du monde, sur cette planète, et ça ne peut pas se faire dans l'exclusion ou en dressant les uns contre les autres. C'est vrai qu'il y a une expression que je n'aime pas du tout, qu'on entend parfois, c'est nos intérêts. Voilà, il faut défendre nos intérêts. Mais aujourd'hui, je ne peux pas défendre mes intérêts sans les intérêts des autres. Nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes tous ensemble sur cette planète, et que c'est sur cette planète que nous avons à vivre tous ensemble. Moustapha Taouzani, quel regard vous portez sur ce renforcement de sécurité, puisque je prends l'exemple des mosquées, qui sont aussi des sites dits sensibles et qui seront aussi sous surveillance. Quel regard vous portez en tant que représentant de la communauté? Tout à fait. C'est un bienfait. Aujourd'hui, ça rassure, parce qu'on sait qu'après les attentats de janvier, on a eu pas mal de mosquées qui ont été dégradées, on a eu des actes criminels. Donc aujourd'hui, qu'il y ait cette protection-là, c'est totalement louable et on n'y voit pas de problématique. Après, on espère que ça ne perdurera pas, parce que ça voudrait dire que la tension est forte et qu'elle dure dans le temps. Alors apparemment, sauf erreur de ma part, il y a eu, si je puis dire, moins d'actes de représailles envers la communauté musulmane qu'après les attentats de Charlie Hebdo. Est-ce que pour vous c'est significatif? Est-ce que ça veut dire quelque chose ou ça n'a pas de rapport? En fait, vous êtes optimiste et j'espère que vous avez raison. J'espère que vous avez raison. Ça fait une semaine, on n'a pas encore vraiment beaucoup de chiffres. Là, on avait un recul sur les 6 mois qu'on suivit après les attentats, il y en a eu pas mal. Mais on peut constater dès maintenant qu'en fait, ce rejet aujourd'hui, cette stigmatisation n'est pas aussi forte qu'après le mois de janvier, parce que ce socle républicain, les Français, quand même, devant une atrocité barbare comme celle-ci, ont quand même la mesure et le discernement de voir qu'il ne s'agit plus là de religion, parce qu'on tue qui que ce soit, qu'il soit blanc, qu'il soit noir. Il n'y a pas une cible. On voit bien que c'est une population dans sa diversité religieuse, confessionnelle, d'hommes ou de femmes. Il n'y a pas eu de cible. Donc les Français, dans leur mesure et leur discernement, ont vu que c'était des barbares et que très peu, aujourd'hui, font cet amalgame-là avec l'islam. Mais je ne dis pas que ça n'existera pas, parce qu'on a déjà écho d'ici et là de quelques petites agressions dans la France. Monsieur Blacard, vous l'avez annoncé tout à l'heure, mardi 24 novembre sera organisée une rencontre interculturelle, si je puis dire, sur ces événements. Autour de ces événements, pourquoi attendre justement ces événements pour ne pas multiplier, en dehors de ce contexte, ce genre de rencontres? Nous avons, Moustapha le sait bien, nous avons des occasions de nous retrouver. Voilà, dans le diocèse d'Orléans, il y a un prêtre qui est chargé du dialogue interreligieux, donc Christophe Panis, qui, voilà, le lien est assuré. C'est vrai qu'on aurait certainement besoin de se retrouver encore plus, mais les rapports sont réels. Lorsque nous sommes arrivés, voilà, nous avons pu nous saluer avec Moustapha et Taouzani parce que nous nous connaissons. Mais
Alors c'est vrai que ma conviction, c'est qu'il faut, moi je n'arrête pas de le dire aux membres de la communauté catholique, il faut sortir de notre réseau habituel pour rencontrer celui qui est différent. Voilà, il y a tant d'amalgame qui est fait parce que je ne connais pas l'autre. Donc je le soupçonne a priori, et puis on est dans un monde, parce qu'un tel a fait ça, alors on va globaliser, on va dire parce qu'un musulman a fait ça, alors tous les musulmans sont soupçonnables. Il faut se rencontrer, et je le dis à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, il faut sortir de soi, de son réseau, pour aller à la rencontre de celui qui est différent. Anouar Chanoine, vous qui êtes en France depuis 7 ans, quel regard vous portez, vous, sur ces communautés? Est-ce qu'elles s'ignorent parfois trop, ou est-ce qu'elles arrivent à se rassembler au-delà de ces événements tragiques? Parler des communautés à l'intérieur de la France. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des divisions entre les communautés, on ne peut pas les maîtriser tous, mais je trouve que les communautés qui sont aujourd'hui en France sont quand même unies, parce qu'il y a quelque chose qui nous unit tous, c'est les valeurs de la République. C'est les valeurs qui nous rassemblent tous, les valeurs de la fraternité, de la liberté et de la dignité aussi, mais aussi de la sécurité du territoire sur lequel on vit. Même s'il y a parfois des différences, mais quand même dans on va dire, le cadre général, on reste unis. Et c'est la seule solution qui peut finalement qui peut mener à la lutte contre le terrorisme, parce que moi je dirais toujours que l'amour est beaucoup plus fort que la violence. C'est une belle phrase. Moustapha Théouzani, quel regard vous portez sur l'avenir justement de ces liens intercommunautaires? Est-ce que vous êtes plutôt pessimiste par rapport à cette actualité ou optimiste en croyant, j'allais dire, en l'homme de demain? Je suis optimiste et comme disait M. Blacard, l'espoir doit l'emporter aujourd'hui sur l'inquiétude. Donc non, parce que je pense que ces événements, en fait, ils nous bouleversent tous. Ils nous obligent à nous repenser, à sortir de l'entre-soi pour comprendre un petit peu le monde qui nous entoure et de comprendre les gens avec qui on vit. Donc on voit que les associations interreligieuses redoublent ces dernières années de rencontres, d'événements, de participation. Donc je pense qu'on est en bonne voie. Il ne faut pas qu'on perde derrière... Il ne faut pas qu'on perde d'espoir, il ne faut pas qu'en fait ce modèle qu'on est en train de construire, quand même c'est une chance. Aujourd'hui quand on parle des valeurs de la République, c'est des valeurs universelles. Donc c'est pour ça qu'on parle à tout le monde et on parle au monde. Donc aujourd'hui on a sur un même territoire depuis longtemps de l'histoire des religions, où les religions se sont affrontées, où il y a eu la bêtise humaine qui avait pris le dessus. On est quand même dans un espace de liberté, personne n'est inquiété pour ses convictions religieuses, tout le monde a le choix de croire ou de ne pas croire, de choisir le chemin qu'il a envie de choisir. Et voilà, c'est un espace privilégié et je pense qu'il faut que les Français prennent conscience de ce privilège et qu'on ne démorre pas sur ce privilège-là. Monsieur Blacard, je parlais en début d'émission du bien vivre ensemble. Est-ce qu'on pourrait arriver au mieux vivre ensemble? Je l'espère. En tout cas, on essaie tous d'y travailler, chacun à notre manière, notamment dans la rencontre, dans le dialogue, par exemple, islamo-chrétien. Mais ce mieux vivre ensemble, il passe tout simplement entre deux voisins. Est-ce que je parle à mon voisin? Sinon, si je ne lui parle pas, je vais être tout de suite dans le soupçon. Ah, mais pourquoi il fait ci? Pourquoi il a taillé la haie peut-être plus bas que ce que moi je voulais au départ? Alors on rentre vite dans le fantasme. Et puis c'est vrai qu'on est dans une société, peut-être parce qu'on n'est peut-être pas très assuré, donc on a vite tendance à être binaire, c'est-à-dire à voir les choses par opposition. Au fond, comme si je ne pouvais exister que contre. Mais enfin, si nous pouvions exister tous ensemble pour un mieux vivre ensemble, pour plus de fraternité, pour aller de l'avant. Mais le repli sur soi est souvent présent quand nous sommes en temps de crise économique aussi. Oui, on regarde moins vers mais l'autre. Je crois aussi que c'est aussi un modèle de société. C'est-à-dire qu'on a tellement insisté sur les droits de l'individu, comme si avoir ma voiture, mon appartement, avec tout le high-tech possible, et gagner beaucoup d'argent pouvait me rendre heureux. On sait très bien que ce sont les relations qui nous aident à être pleinement humains. Et pour ça, j'ai envie de dire, allons-y, sortons, allons à la rencontre des autres.
Merci, ce sera le mot de la fin. Merci. Merci à vous trois d'avoir participé à cette rencontre, cette discussion, 8 jours après ces malheureux attentats de Paris et Saint-Denis. Merci à vous d'avoir assisté à cette émission. Samedi prochain, retour à des choses, j'allais dire, plus basiques. Les élections régionales, on se retrouve donc samedi prochain à 11h. D'ici là, excellent week-end à tous sur France 3 et portez-vous bien.